tous et bienvenue dans cette actualité sociale du mois de juin. Je suis Géraldine Ratry pour vous accueillir pour Quick MS et je vais laisser Coralie et Fabrice se présenter. Bonjour, Coralie, je te laisse débuter comme d'habitude. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel. Capstan Avocat, vous devez le savoir maintenant, mais je vais me répéter quand même. Nous sommes tous autant que nous le composons spécialisés en droit du travail et nous accompagnons exclusivement les entreprises, que ce soit au travers de vous, des dirigeants, des RH, juristes, pour chapeauter toute la partie sociale, en conseil, en contentieux, en formation. Nous intervenons de plus en plus au sein des entreprises pour en dispenser, puisque nous sommes un organisme de formation reconnu avec la mention Calliope. Audit aussi, que nous délivrons beaucoup. Voilà. Peut-être que Fabrice complétera mon propos, comme il le fait si bien. Oui, aussi bien, je ne sais pas, mais je vais essayer. Alors, effectivement, Coralie a tout dit. Capstan Avocat, un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail. Nous sommes au bureau de Marseille, mais nous avons 11 implantations. Du conseil, beaucoup, comme vient de vous le dire Coralie, pour accompagner, notamment dans le cadre d'abonnements, que nous pratiquons beaucoup, parce que ça nous permet d'être au quotidien aux côtés des entreprises. Nous intervenons dans tous les aspects du droit du travail, donc conseil, aussi judiciaire évidemment, devant le conseil de prud'homme, mais pas que. Ça peut être devant le tribunal administratif lorsqu'il s'agit par exemple de contester une décision de l'inspecteur du travail ou devant le tribunal judiciaire lorsqu'il s'agit par exemple de contester des accidents du travail, des maladies professionnelles. C'est aussi un aspect évidemment que nous gérons chez Capstan. Parfait, merci pour cette présentation. Juste 30 secondes sur Quick MS. Donc Quick MS, nous on est une start-up spécialisée dans les outils digitaux pour les RH et on a 2 logiciels. Le premier logiciel qui s'appelle Graphique et qui permet de piloter vos données RH et de répondre à vos obligations légales. On automatise les rapports tels que la BDESE, l'index, le bilan social, etc. Et on a un autre outil qui s'appelle Crew et qui permet de digitaliser vos entretiens professionnels individuel et de digitaliser le parcours collaborateur. Voilà, c'en est fini pour l'instant promo. On y va pour l'actualité sociale. Hop, je diffuse le document et je laisse la main à moi. À moi. Je commence. Alors, je commence par une actualité qui n'est pas de la jurisprudence. Je vais être relativement court puisqu'il n'y a pas vraiment d'explication que je vais apporter par rapport à ça. Mais par contre, on tenait quand même à attirer votre attention sur ces publications ministérielles concernant les nouvelles dispositions légales intégrées au Code du travail concernant, par application du droit européen, l'acquisition de congés payés pendant des périodes d'arrêt de travail, que ce soit des périodes d'arrêt pour maladie professionnelle ou pour maladie non professionnelle. Donc, vous avez plusieurs questions-réponses et notes qui ont été publiées par les services du ministère. Alors, il y a une question-réponse générale sur les congés payés qui a été publié le 31 mai par le ministre du Travail. Et vous avez, j'attire plus particulièrement votre attention là-dessus, une note qui est spécifique sur les nouvelles règles et qui se trouve sur le site du Code du travail numérique. Vous pouvez trouver les liens sur l'application Capstan News, que je vous invite à télécharger d'ailleurs, ou sur l'ensemble des news que nous publions avec Quick MS. Vous pouvez trouver donc le lien, si vous le souhaitez, avec ce code du travail numérique, en particulier cette note spécifique. Donc j'attire juste votre attention là-dessus, je rentre pas dans le fond, c'est vraiment un point d'information. Cette note, je la trouve particulièrement intéressante parce qu'elle permet de visualiser. Vous verrez, et c'est en ça qu'elle est intéressante par rapport aux textes de loi qui peuvent être arides, c'est qu'il y a notamment eu la publication d'infographies et d'infographies qui vous illustrent les différentes hypothèses liées à cette nouvelle loi et en particulier au point du délai de report. Vous savez que, pour rappel, il y a un délai de report de 15 mois qui a été introduit dans la loi, au-delà desquels le salarié va perdre les congés payés. Ce report va commencer en général à partir de l'information faite par l'employeur. Il peut y avoir un cas particulier, notamment
pour les arrêts de travail de plus d'1 an, où là, le report de 15 mois va commencer à courir à la fin de la période d'acquisition des congés. Tout cela est traduit, et donc il y a 3 hypothèses qui sont traduites par des infographies qui permettent de visualiser jusqu'à quand, dans certaines hypothèses, le salarié va conserver ses droits à congés payés, et vous avez ces infographies qui sont traduites en bon français avec des explications pour vous permettre de les comprendre. Donc voilà, c'était un petit point d'information sans revenir sur le détail ni sur une explication particulière comme on le fait, comme on va le faire pour les jurisprudences, mais pour vous dire, allez voir, ça va vous permettre en matière de gestion de ressources humaines pour votre quotidien, d'avoir une visualisation de l'application de la loi sur les congés payés acquis pendant les arrêts de travail. Donc voilà, je ne vais pas plus loin pour ce premier point. Eh ben, merci beaucoup Fabrice. On va passer, il n'y a pas de questions, donc je pense qu'on peut faire la deuxième. Coralie, je te laisse la main. Oui, merci beaucoup. Alors, des décisions qui datent du 6 juin 2024 et qui est à rapprocher avec une décision qui avait été rendue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en décembre 2023. Ces 2 arrêts sont particulièrement intéressants et importants puisqu'ils portent sur la déloyauté, l'illicéité d'une preuve, puisque comme on l'avait vu en décembre 2023, une preuve déloyale n'est plus systématiquement déclarée irrecevable. C'était une décision qui avait particulièrement marqué la jurisprudence et la question de l'admission d'une preuve dans le procès civil et en l'occurrence le procès prud'homal. Dans cet arrêt en particulier, celui du 6 juin 2024, l'apport de l'arrêt est particulièrement édifiant puisqu'ici il s'agissait d'un salarié qui avait utilisé un enregistrement pour pouvoir prouver les faits et en particulier l'accident du travail qu'il imputait à son employeur en le tenant pour responsable. L'idée ici, c'était de pouvoir compléter les premiers indices de démonstration de preuve en s'appuyant sur cet enregistrement. On va rentrer un peu plus dans le détail pour pouvoir justement demander en justice la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Alors, comme on avait pu le mettre en évidence il y a quelques mois de ça, quand on avait présenté l'arrêt de décembre 2023, le mot d'ordre, on le connaît maintenant. On sait que en la matière, il appartient au juge du fond d'apprécier si une preuve obtenue de manière déloyale, de manière illicite, porte une atteinte au caractère équitable du procès. Et pour pouvoir apprécier et mener cet examen, le juge du fond doit mettre en balance le droit à la preuve de la victime, c'est-à-dire la nécessité pour lui, le caractère indispensable ou non pour la victime d'utiliser un tel moyen pour apporter la preuve. Est-ce qu'il pouvait le faire d'une autre manière, oui ou non? Et donc, le but dans son appréciation, c'est de mettre en balance le droit à la preuve de la victime et le droit au respect que bien souvent les employeurs invoquent en la matière, c'est le droit au respect de la vie privée. Alors, dans cette affaire, l'employeur contestait l'existence de l'accident du travail invoqué par son salarié, puisque le salarié, en l'occurrence, déclarait qu'il avait été victime de violences verbales et physiques commises par son employeur, qui n'est autre en l'occurrence donc que le gérant de la société. L'accident du travail, l'accident avait été reconnu et pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle. Et le salarié, comme vous vous en doutez, a agi en justice pour obtenir la reconnaissance de la faute imputable de son employeur. Pour apporter la preuve des faits, ainsi que le précise l'arrêt, le salarié avait produit plusieurs éléments. Il y avait un procès-verbal de dépôt de plainte, 2 certificats médicaux et surtout un procès-verbal qui avait été dressé par un commissaire de justice, procès-verbal qui retranscrivait l'enregistrement qu'il avait effectué via son téléphone portable pour enregistrer son employeur. Donc, c'était vraiment au moment des faits qu'il y avait cette captation de la parole, des échanges, des mots et des images. L'employeur, de son côté, pour se défendre et pour surtout demander l'irrecevabilité de cette preuve,
il invoquait le fait que cet enregistrement a été obtenu de manière déloyale, puisqu'il avait été réalisé à son insu, premier élément. Et le deuxième argument de l'employeur, c'était finalement de dire, quoi qu'on en dise, même si vous le déclarez recevable, cet enregistrement, force est de constater que, au vu des faits, il pouvait se passer d'une telle pièce, d'un tel moyen, puisque il y avait cette altercation est intervenue, enfin cet échange est intervenu dans un lieu ouvert au public, au vu et au su de tous, puisqu'il y avait des témoins. Donc l'employeur finalement disait attention, dans votre appréciation, il n'y a pas de caractère indispensable à utiliser cet enregistrement, puisque de fait c'est un lieu ouvert au public et qu'il pouvait à sa guise, demander aux personnes témoins d'attester des faits. Ben, on aurait pu penser que la Cour d'appel et la Cour de cassation suivent le raisonnement de l'employeur, et en fin de compte, pas du tout. Autant la Cour d'appel, qui a été approuvée par la Cour de cassation, donne raison aux salariés. La Cour d'appel, ici, constate qu'au moment des faits, certes, il y avait bien plusieurs collègues de travail de la victime, ainsi qu'une cliente de l'entreprise, cliente qui était par ailleurs associée avec le gérant dans une autre société, présents tous sur les lieux. Simplement, la Cour d'appel a retenu que, eu égard au lien de subordination qui unit l'employeur avec ses salariés et le fait que vis-à-vis de l'autre cliente présente, il y avait un lien économique puisqu'elle est associée avec le gérant, la victime ne pouvait matériellement ni légitimement, enfin en tout cas la victime pouvait être prise de doute et en se disant qu'aucun n'accepterait de témoigner. La Cour d'appel relève encore que cet enregistrement s'est limité à la séquence des violences et que ça a été utilisé uniquement pour contrecarrer la contestation de l'employeur, puisque lui ne contestait l'existence de toute altercation verbale et physique. La Cour d'appel et la Cour de cassation en déduisent que la production de cette preuve était donc, au cas d'espèce, indispensable à l'exercice par le salarié de son droit à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, pour dire que c'est bien lui qui est à l'origine de cet accident de travail. Voilà ce qu'on peut retenir de cet arrêt, et puis surtout, on voit que la jurisprudence s'inscrit dans la continuité de manière constante à la première décision qui avait été rendue en décembre 2023. C'est toujours une question d'appréciation au cas par cas. En tout cas, interrogeons-nous toujours en pratique, quand on est en défense, de savoir si le salarié pouvait prouver les choses d'une autre manière ou si c'est, entre guillemets, un abus de droit et un moyen de preuve qui porte atteinte au respect de la vie privée de l'employeur, comme c'était invoqué ici. Voilà pour ce premier arrêt. Eh ben, merci beaucoup. On n'a pas de questions, donc Fabrice, tu peux prendre la main. Alors, je prends la main à propos d'un sujet qui est celui du droit de retrait, qui va faire l'objet de l'arrêt du Conseil d'État que je vais vous présenter, et aussi de l'arrêt de la Cour de cassation que Coralie va vous présenter dans la foulée. Donc, deux illustrations de cette notion de droit de retrait. Alors, le droit de retrait, je le rappelle, c'est la possibilité pour un salarié qui va estimer être dans un danger grave et imminent de se retirer de son poste, ce qui ne serait pas sanctionnable, ne donnerait d'ailleurs pas lieu à retrait de rémunération, parce qu'on est dans cette situation du droit de retrait où il y a un motif légitime à se retirer de son poste. La question qui peut se poser, la question qui s'est posée en l'occurrence devant le Conseil d'État, est liée à une autorisation de licenciement délivrée par un inspecteur du travail à l'égard d'un salarié donc protégé. C'est pour ça donc on se retrouve devant l'inspecteur du travail puis devant le Conseil d'État, devant le juge administratif. Donc salarié protégé qui a fait jouer son droit de retrait. Alors pour la petite compréhension, la petite illustration de cet arrêt. De quoi parlait-on concrètement ? Concrètement, le salarié avait refusé de travailler et avait mis en avant son droit de retrait parce qu'il estimait qu'on n'avait pas mis à sa disposition, que l'employeur n'avait pas mis à sa disposition, un pull et un t-shirt dans le cadre de ses habits de travail, de ses habits de protection, et
ce d'autant plus d'après lui que ses habits n'avaient pas été nettoyés, étaient sales, et donc il a fait jouer son droit de retrait. Alors, là-dessus, on se retrouve devant le Conseil d'État parce que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement en estimant que le droit de retrait avait été abusif et en estimant que par ce comportement, le salarié protégé avait commis une faute qui justifiait effectivement une sanction et donc son autorisation de licenciement. Donc tout cela remonte au juge administratif, à qui finalement se pose la question du contrôle de l'administration du travail, de l'inspecteur du travail. Quel contrôle doit-il porter à ces deux situations? Jusqu'où est-ce que va son contrôle en matière d'autorisation de licenciement dans ce type de cas? Le Conseil d'État se base sur à la fois les dispositions légales concernant le droit de retrait, la définition du droit de retrait, et sur les dispositions concernant les pouvoirs de l'inspecteur du travail, et on arrive à la conclusion qu'il appartient à l'administration du travail dans ce type de cas de rechercher si le salarié est justifié d'un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie et pour sa santé. Et le juge administratif nous dit, lorsque tel est le cas, donc finalement, lorsque l'autorité administrative considère que le droit de retrait a été légitimement utilisé, eh bien l'autorité administrative ne peut pas autoriser le licenciement d'après le Conseil d'État. Et si tel n'est pas le cas, eh bien il appartient à l'administration de rechercher si les faits commis par le salarié sont ou pas constitutifs d'une faute suffisante pour donc éventuellement justifier l'autorisation de licenciement. Donc autrement dit, le Conseil d'État dit il appartient à l'administration du travail, en premier lieu l'inspecteur du travail, d'analyser les faits. Son contrôle va jusque-là, puisque selon qu'il va estimer que il y a une utilisation légitime ou pas du droit de retrait, il va devoir refuser l'autorisation s'il estime que le droit de retrait a été légitimement utilisé, ou potentiellement autorisé s'il poursuit alors son analyse, il constate que les faits sont suffisamment graves pour justifier le licenciement. Et donc le Conseil d'État valide dans cette affaire le raisonnement de l'administration du travail, de l'inspecteur qui avait autorisé le licenciement, en constatant, c'est pour ça que je vous ai un peu expliqué les faits du dossier, en constatant qu'ici, il y avait un abus dans l'utilisation du droit de retrait et que, en réalité, c'était un prétexte pris par le salarié pour refuser de travailler pour des questions de revendication, notamment syndicales, et absolument pas parce qu'il y avait un danger grave et imminent. Et d'ailleurs, dans l'arrêt, sont détaillées des raisons très pratiques qui expliquent ce raisonnement. Je pense par exemple au fait que les vêtements n'étaient absolument pas souillés ni sales et qu'il n'y avait aucun danger grave et imminent à porter un t-shirt qu'il n'avait jamais porté jusqu'à présent et qui était parfaitement propre. Donc voilà, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'en matière de droit de retrait pour un salarié protégé, finalement l'employeur peut imaginer aller sur ce terrain-là en disant votre droit de retrait finalement, les raisons pour lesquelles vous le faites, il est légitime, il n'est pas légitime et même les circonstances caractérisent une faute. Potentiellement, d'après le Conseil d'État, l'inspecteur du travail peut autoriser son licenciement puisque son analyse va aller jusqu'à déterminer si le droit de retrait a été ou pas exercé légitimement. Et donc, si la réponse est non, les faits peuvent potentiellement constituer une faute justifiant l'autorisation de licenciement. Donc voilà pour cet arrêt du Conseil d'État sur le droit de retrait. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, il n'y en a pas. Ça a dû être très clair. Parfaitement clair. Donc je laisse Coralie poursuivre sur le même thème. Parfaitement clair, dit-il. Ben, moi, je vais continuer un petit peu sur la lancée du droit de retrait. Alors, cette fois, c'est une décision de justice qui porte et qui interroge surtout sur l'aspect des conséquences. Autrement dit, que risque le salarié qui fait un usage abusif du droit de retrait? Est-ce que l'employeur peut-il opérer une retenue de salaire? C'est vraiment la question qui avait été soumise à la Chambre sociale dans cet arrêt. Alors, simplement, bien souvent dans nos échanges, on relève, enfin avec les employeurs, on relève que ça vienne des salariés ou des syndicats. La question du contrôle de la légitimité du droit de retrait est souvent mise en avant par les syndicats en disant finalement
vous, employeur, d'office, automatiquement, vous procédez à des retenues de salaire, alors que vous n'avez pas au préalable saisi la justice pour obtenir, sous décision de justice, la reconnaissance de l'abus de l'exercice de ce droit de retrait. Attention, parce que en pratique, et c'est toujours ce qu'il faut répondre, c'est que la légitimité du droit de retrait, elle ne peut être vérifiée qu'après coup. C'est pas une vérification qui se fait en amont, au moment où on décide d'appliquer la retenue, mais c'est bien après coup, et c'est surtout en cas de litige entre le salarié et l'employeur qu'il reviendra au juge d'apprécier si le salarié avait ou non un motif raisonnable de penser qu'il était en danger, qu'un danger le menaçait. Au-delà, il y a toujours la question aussi de juge du fond, juge du référé. Ici, en matière d'appréciation du droit de retrait, de cet exercice-là, le juge du fond est seul compétent pour se prononcer sur l'existence ou non de motifs raisonnables. Le juge des référés ne peut donc pas se prononcer en la matière. La jurisprudence est constante en la matière. Donc, quand vous avez des syndicats, des salariés qui brandissent cet argument-là, vous avez en tout cas pas mal de jurisprudence qui vous permettent d'y répondre sereinement. Alors, ce qui est un peu regrettable dans cet arrêt, c'est le peu d'informations finalement sur les faits qui ont conduit deux syndicats à défendre en justice. Dans cet arrêt, plusieurs salariés de la société Air France. On n'a pas de détails sur les faits qui ont poussé les salariés à faire usage de ce droit de retrait. Simplement, dans les arguments qui sont invoqués par les syndicats, ils reviennent forcément sur cette notion de défaut de décision de justice déclarant l'abus ou non pour procéder à cette retenue. Et puis surtout, ils mettent en évidence le fait que, de manière assez classique, la société Air France procède systématiquement et immédiatement à des retenues de salaire à l'égard des salariés qui font usage de ce droit. On n'a pas vraiment de précision, hormis le fait que la Cour de cassation répond en faisant une application stricto sensu avec une interprétation très stricte de l'article L4131-1 en rappelant la procédure dès lors qu'il y a un potentiel danger. Et la Cour de cassation nous dit, attention, en pratique, dès lors que le salarié se pense en danger, il lui appartient d'alerter immédiatement l'employeur de cette situation-là en invoquant le motif raisonnable qui, selon lui, justifierait qu'il se retire, parce qu'encore une fois, qu'il se retire, ça reste une faculté, ce n'est pas une obligation. Et après coup, l'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de ce droit de retrait de reprendre son activité si un danger est bien identifié et que surtout ce danger persiste. Finalement, il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions de l'exercice de ce droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s'expose effectivement à une retenue sur salaire, mais ça peut aller bien au-delà. On a déjà eu des cas de jurisprudence validant le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Mais effectivement, cet arrêt a le mérite de rappeler que l'employeur n'est pas tenu de saisir préalablement le juge pour qu'il se prononce sur le bien fondé de l'exercice de ce droit. Il y avait, j'imagine que vous devez avoir aussi par expérience des retours, simplement en termes d'appréciation, le droit de retrait a pu être caractérisé comme étant illégitime lorsque le salarié qui invoque l'existence d'une situation dangereuse le fait à une date différente et surtout très éloignée. Et finalement, on considère que ça a été un refus de sa part d'accomplir sa prestation de travail et, a fortiori, la retenue de salaire est plus que validée. Ensuite, il y avait un autre cas qui avait été retenu pour dire que le droit de retrait était légitime. C'est le cas de 11 salariés qui s'étaient sentis en situation d'insécurité face à de nombreuses agressions qui avaient été subies par le passé par d'autres collègues de travail. Là, en l'occurrence, c'était des chauffeurs. Cet arrêt-là, en l'occurrence, traduisait davantage une revendication professionnelle plus qu'une réponse à une situation de danger. Donc, nécessairement, c'est toujours une appréciation au cas par cas et surtout après coup quand il y a
une réclamation portée par le salarié pour obtenir le rappel de salaire. Voilà pour cet arrêt-là. Eh ben, merci Coralie. On attaque les deux dernières. Fabrice, je te laisse la main. Ah, t'as pas ton micro. Ça y est, Ah, je viens de c'est me bon. percevoir. Je reprends. Donc je disais, on change de sujet avec un nouvel arrêt du Conseil d'État. On va finir par croire qu'il n'y a que le Conseil d'État qui fait du droit du travail. Pas que, la plupart du temps c'est la Cour de cassation. Mais là, en l'occurrence, c'est encore le Conseil d'État pour des questions de compétences juridictionnelles, parce que vous allez le voir, on va parler de l'appréciation de ce qu'est un certificat de complaisance. Lorsqu'un médecin traitant, le médecin du salarié, délivre un certificat, peut se poser la question de la valeur de ce certificat, et des employeurs peuvent être effectivement tentés de contester cette valeur, et notamment, c'est ce qu'a fait ici l'employeur en allant saisir le Conseil de l'ordre des médecins pour demander une sanction du médecin qui a émis un certificat qu'il juge critiquable, ou en tout cas obtenir que ce certificat soit modifié ou supprimé par le médecin lui-même. En l'occurrence, la question du dossier est partie d'un certificat médical dans le cadre duquel le médecin traitant d'un salarié a indiqué, dans le cadre d'une prolongation d'arrêt de travail, que cette prolongation était justifiée par un burn-out, c'est en tout cas la mention qui a été mentionnée sur ce certificat médical, et donc l'employeur a saisi le Conseil de l'ordre en disant il y a ici un manquement déontologique, un manquement plus précisément à l'article R4127-28 du Code de la santé publique, qui dit la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. Le Conseil de l'ordre a suivi l'employeur en reconnaissant effectivement qu'il y avait un manquement déontologique, notamment parce que le médecin ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du salarié. C'est souvent un problème que l'on constate dans les certificats que l'on retrouve devant les conseils de prud'homme, qui indiquaient du stress, de l'angoisse. Et donc le médecin traitant, d'après le Conseil de l'ordre, ne pouvait pas se prononcer sur l'origine de son activité professionnelle sans disposer de l'analyse des conditions de travail émanant notamment du médecin du travail. Donc il dit, en fait, vous n'aviez pas cette analyse du médecin du travail, donc effectivement, le certificat est de complaisance parce que vous ne vous fondez que sur les dires du salarié. Sur la base d'un recours, le Conseil d'État va sanctionner ce raisonnement en disant que il ne peut pas ressortir de la seule circonstance que le médecin ait fait état d'un syndrome d'épuisement professionnel, donc le burn-out, sans disposer de l'analyse des conditions de travail d'un salarié, émanant notamment du médecin du travail, ne caractérise pas l'établissement d'un certificat de complaisance. Donc le Conseil d'État, il nous dit la seule circonstance que le médecin traitant n'ait pas une analyse des conditions de travail ne caractérise pas le certificat de complaisance. Alors, cet arrêt, très clairement, je pense, va poser des difficultés à bon nombre d'employeurs, parce que je pense que beaucoup de salariés vont essayer d'en tirer le fait que finalement on ne peut pas discuter de ce que dit le médecin traitant lorsqu'il déclare qu'il y a eu un burn-out, ou lorsqu'il déclare peut-être plus largement, même si cet arrêt-là ne porte que sur cette notion de syndrome d'épuisement professionnel, peut-être plus largement lorsque le médecin du travail, finalement, dans le cas de son certificat, et c'est souvent ça que l'on voit, finalement se prononce sur l'origine d'une affection qu'il dit constater dans son certificat. C'est souvent un problème parce qu'effectivement, l'employeur est amené à développer l'idée que le médecin traitant ne peut absolument pas se prononcer sur l'origine, sous-entendu donc sur une faute qu'on imputera à l'employeur devant le Conseil de prud'homme, sur l'origine de l'affection médicale. Donc cet arrêt, effectivement, du Conseil d'État va certainement être utilisé
pour dire, eh bien, si le médecin peut, ça n'est pas un certificat de complaisance. Alors, je pense qu'il faut le lire dans le détail. Le Conseil d'État dit bien que c'est la seule circonstance que le médecin traitant n'ait pas eu une analyse des conditions du travail qui ne suffit pas à dire que c'est un certificat de complaisance. Ça ne veut pas dire, à mon avis, pour autant, qu'un médecin traitant peut tout dire et n'importe quoi dans son certificat médical, et notamment peut affirmer des éléments qu'il n'a pas constatés. Et je pense là d'ailleurs que l'employeur a peut-être, mais l'avenir des suites de cet arrêt nous éclairera, a peut-être fait une erreur stratégique en allant sur la notion du certificat de complaisance. Puisque finalement, il y a peut-être une notion avant, dans les idées, qui est celle de certificat médical tout court. C'est-à-dire que il ressort des dispositions du Code de la santé publique que le médecin ne peut constater que les constats médicaux qu'il peut lui-même faire. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Conseil de l'Ordre a déjà pris des positions tendant à dire qu'il ne peut pas se prononcer sur une origine, par exemple, familiale ou professionnelle d'une affection. Il peut constater l'affection. Ça aurait peut-être été un biais plus efficace dans cette affaire qui aurait empêché le Conseil d'État de dire que c'est la seule circonstance qu'il se soit appuyé, qu'il ait pu prendre cette position sans l'analyse des conditions de travail qui aurait joué. Donc, un arrêt qui va être quand même assez enfermant côté employeur sur la manière de contester un certificat médical, mais qui néanmoins, de mon point de vue en tout cas, de mon point de vue personnel en tout cas, ne ferme pas totalement la porte, puisque il reste toujours l'idée de dire le médecin, et ça c'est dans le code de la santé publique, ne peut faire que des constatations médicales. Donc il peut dire je constate un syndrome d'épuisement, certainement. Par contre, est-ce qu'il peut affirmer que ça a nécessairement une origine professionnelle? Il y a peut-être une marge. Alors, c'est pas un certificat de complaisance puisqu'il constate quelque chose, mais est-ce qu'il peut pour autant apporter une preuve sur l'origine? Ça, c'est pas tout à fait le même débat. Et de mon point de vue, si cet arrêt peut être élargi, peut-être aussi restreint, et en tout cas, c'est probablement comme ça qu'il va falloir le combattre dans les développements que l'on verra certainement sur ce fondement dans les mois qui viennent devant les conseils de prud'homme. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Alors oui, alors il y a un constat, c'est l'ordre des médecins exclut toute appréciation sur un certificat autre que résultant des constatations personnelles du médecin. Donc ça, c'est juste une remarque. Alors oui, en principe, les conseils de l'ordre vont plutôt dans le sens de dire le médecin ne peut faire des certificats médicaux, d'où ma remarque d'ailleurs, que sur ce qu'il constate. Voilà. On a une question après. L'employeur a-t-il des recours lorsque le médecin traitant va à l'encontre du médecin du travail, entre parenthèses, burn-out pour le médecin traitant et rien pour le médecin du travail? Alors, je poserai pas tout à fait la question comme ça. C'est pas un médecin qui va contre l'autre. On peut avoir des avis différents. Le recours de l'employeur, c'est celui qui a été fait dans ce dossier-là. C'est-à-dire que si un employeur estime qu'il y a un certificat de complaisance, parce que là, je vous ai décrit cet arrêt, mais la notion de certificat de complaisance, elle continue à exister. Hein. Il peut y avoir des certificats de complaisance. Ou estime en tout cas que le certificat est critiquable. Donc, je ne parle pas de l'avis du médecin du travail. Hein. Ça, c'est autre chose, c'est devant le conseil de prud'homme. Je parle d'un certificat médical d'un médecin traitant. Pour cela, eh bien, c'est ce qu'a fait l'employeur là. Il peut saisir le conseil de l'ordre s'il estime qu'il y a un manquement déontologique. Son recours est là. Ok, ça marche. Et c'est clair. Il n'y a plus de questions. Allez, Coralie, c'est à toi pour la dernière. Dernière thématique qui porte sur le refus de nouvelles horaires de travail. Alors, grande évolution aussi sur ce terrain-là. Toujours la question de l'appréciation entre les changements de conditions de travail, entraînant une modification du contrat de travail. En ce qui concerne le refus d'un nouvel horaire, la Cour de cassation a pu considérer effectivement par le passé que le refus d'accepter une modification des horaires, sous-entendant des conditions de travail, constituait une faute grave. Ça, c'était effectivement la tendance des dernières années.
Aujourd'hui, la Cour de cassation pose plutôt le principe selon lequel le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail fonde certes un licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais pas nécessairement et surtout pas à lui seul une faute grave. Autrement dit, les conséquences dommageables pour un salarié, notamment sur l'aspect de sa vie privée et familiale, peuvent ôter tout caractère fautif à ce refus d'un nouvel horaire. Et c'est typiquement ce qui s'est passé dans cet arrêt, puisqu'en l'espèce, un salarié qui occupait le poste d'agent de sécurité invoquait la nécessité pour lui d'être présent auprès de son enfant porteur d'un handicap, nécessité qui découlait d'une pause diurne. Il avait refusé à plusieurs reprises des affectations pour un service de jour, puisque lui ne travaillait que de nuit. Il a été licencié pour faute grave. L'employeur invoquait les dispositions de la convention collective applicable, donc celle des entreprises de prévention et de sécurité, qui prévoit de manière très explicite le fait que les salariés de cette branche assurent un service indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour. Et la convention collective prévoit encore qu'il s'agit là d'une modalité normale de l'exercice des fonctions. Autrement dit, l'employeur dit finalement, ce n'est qu'un changement dans les conditions de travail, il n'a pas à s'y opposer, sauf que l'appréciation des juges du fond autant que de la Cour de cassation, comme je vous l'ai indiqué au préalable, aujourd'hui le principe est que le refus n'est pas nécessairement fautif, et surtout quand il y a une vraie raison, un vrai motif qui tient à la vie privée et familiale du salarié. Et ici, le salarié, pour se défendre, a invoqué le fait qu'il pouvait, et c'est ce qu'il a fait, de justifier un motif lié au respect de sa vie privée, sa vie personnelle, puisque il était impératif pour lui qu'on lui maintienne ses horaires de nuit. Et pour ce faire, pour démontrer, appuyer ses dires, il produisait la notification du versement de l'allocation d'éducation spécialisée, versement, enfin attestation en tout cas, qui démontrait bien qu'il fallait une présence de la part des parents auprès de la jeune enfant qui était âgée de 7 ans, handicapée à hauteur de 80%, et pour laquelle, effectivement, la MDPH avait reconnu la prise en charge par les parents d'au moins 20% des activités de l'enfant par une adaptation des horaires de travail. Donc, il y a nécessairement un équilibre à trouver, et puis surtout, l'employeur ne pouvait pas arbitrairement décider de le modifier en faisant fi de cette situation personnelle impérative. Les juges du fond donc ont retenu cet élément-là, et d'autre part, ils ont retenu, pour donner raison aux salariés, le fait que l'entreprise ne justifiait pas de ce qu'elle ne disposait pas de poste de nuit. Il ressortait effectivement des constatations que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, ici en tout cas, portait une atteinte excessive aux droits du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale, et que par voie de conséquence, il y avait une incompatibilité avec les obligations familiales impérieuses, et surtout que l'employeur ne démontrait pas la nécessité pour lui, pour assurer le bon fonctionnement, qu'il fallait impérativement que ce soit ce salarié qui assure cette modification-là dans ses conditions de travail. Donc les juges du fond ont très exactement, selon moi, déduit que le refus du salarié ne constituait pas une cause réelle et sérieuse du licenciement. Alors, pour terminer, quelques précautions à prendre, dès lors qu'il s'agit toujours d'apprécier si c'est une modification des horaires type changement de conditions de travail, ou si ça entraîne une modification du contrat de travail. Toujours par précaution, contrôler, vérifier que dans les contrats de travail, les avenants sinon, qu'il n'y a pas eu de contractualisation des horaires. Sinon, vous devez nécessairement obtenir effectivement l'accord du salarié pour le modifier. Au-delà, il faut toujours s'interroger en pratique si effectivement l'employeur a toute faculté en principe de changer les horaires s'il n'est pas dans un abus.
Là, revient toujours la question par rapport au service, au fonctionnement, au bon fonctionnement de l'entreprise. Est-ce qu'il était contraint de devoir apporter cette modification-là? Et puis surtout, l'employeur ne peut exiger de nouveaux horaires s'il n'apporte pas la justification dans ses échanges avec le salarié de l'intérêt pour l'entreprise, et puis surtout qu'il le lui démontre. Parce que ça, effectivement, bien souvent, on ne le fait pas au préalable, et c'est que dans le cadre du contentieux que l'employeur explique pour les raisons pour lesquelles il estimait que c'était dans l'intérêt de l'entreprise qu'il apportait cette modification-là. La modification de l'horaire de travail doit également intervenir, c'est ce que dit la jurisprudence de manière constante, dans des conditions loyales, sans abus ni détournement. Et cela suppose notamment d'agir sans précipitation, en respectant un délai de prévenance. Donc, il convient toujours de vérifier si préalablement les éventuelles dispositions contractuelles ou conventionnelles prévoient des modalités sur ce point. Voilà pour les petites préconisations pratiques qu'il ne faut pas oublier de vérifier. Eh ben, merci beaucoup, Coralie. On n'a pas de questions. Du coup, on va clôturer cette actualité sociale. On se retrouve donc le 18 juillet prochain pour l'actu sociale en webinar. Et sinon, comme d'habitude, tous les vendredis vers 11h, vous recevez l'actualité sociale de la semaine. Merci à tous. Et puis à bientôt. Merci Fabrice, merci Coralie. Merci à tous. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.